Bienvenue dans Ma misère est si belle. Ce podcast, c'est un espace de partage. Parce que parfois, en écoutant l'histoire de quelqu'un d'autre, on trouve un écho à la sienne. Dans un monde où on se croise, sans toujours se comprendre, j'ai décidé de raconter un bout de mon histoire. Et peut-être aussi un peu de la tienne. La semaine dernière, on a parlé d'intégration. Pas de papier, pas de frontières, mais de ce sentiment. Celui de devoir se plier, se lisser, se déguiser un peu, pour avoir le droit d'être à sa place. On a parlé de codes qu'on apprend sans qu'on nous les enseigne, de regards qui te rappellent constamment que t'es un peu différent, et de cette fatigue qu'on porte quand on doit expliquer son existence, même dans les moments les plus simples. Et forcément, quand on parle de place, de regard, de ce besoin de se sentir légitime quelque part, on en vient à parler du tout premier espace où on devrait pouvoir respirer, la famille. Parce que c'est là que tout commence. C'est là que se construisent les racines, les manques, et parfois les fractures. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une appartenance qui arrive un peu plus tard, quand tu t'y attends plus. Pas une appartenance qu'on hérite, mais une qu'on retrouve presque par surprise. Celle d'une famille qu'on croyait définie et qui change de forme quand on grandit. Je pense que tu l'as compris, mais ma famille à moi, elle a jamais été très droite. Elle a commencé dans le désordre, avec des départs, des retours et beaucoup de virages très serrés. Avant ma naissance, mon père vivait en France. Il y a aimé une femme longtemps. Puis l'histoire s'est terminée et il est rentré au Maroc, où il a épousé ma mère, ce fameux mariage arrangé dont je te parle dans l'épisode 2. Un an plus tard, je suis née. Mais un mois après, mon père est reparti. La schizophrénie s'était aggravée. Il a laissé ma mère et moi chez mes grands-parents et il est retourné en France, rejoindre son ancienne compagne. De cette relation est née une autre enfant, ma demi-sœur. Mais leur histoire, elle s'est mal finie. Et pour des raisons qui leur appartiennent, une décision de justice a interdit tout contact. Mon père, il a jamais eu l'opportunité de voir sa deuxième fille. Pas une seule fois. Pendant ce temps, moi, j'ai grandi avec mes grands-parents. C'est eux qui se sont occupés de moi, de mes 0 à mes 2 ans. C'est une période où on parle pas encore, où on dépend complètement des autres. Et moi, mes autres, c'était eux. J'appelais mon grand-père papa, mes oncles et mes tantes, je les prenais pour mes frères et sœurs. J'étais un peu la cinquième enfant de mes grands-parents. Et pour eux, j'étais comme leur dernier bébé. Mon père, à ce moment-là, on pensait qu'il reviendrait jamais. Pendant 2 ans, il n'avait pas donné de nouvelles. Et puis un jour, il est revenu. Il a dit qu'il s'était fait soigner, qu'il allait mieux, qu'il regrettait. Et ma mère a pas su s'en défaire. Parce que demander le divorce avec un enfant sur le dos, c'était pas très bien vu au Maroc à cette époque. Alors elle l'a suivi. Et notre vie a repris là où elle s'était arrêtée. Et moi, j'ai grandi avec l'idée que j'avais une demi-sœur quelque part, 1 an plus jeune que moi. Pendant longtemps, ma demi-sœur, ça a été qu'une absence. Un prénom sans visage, un morceau d'histoire qu'on évoquait à peine. Et puis un jour, elle m'a écrit. Un message simple, posé, bienveillant. Et tout à coup, cette ombre a pris forme. On s'est parlé, on a découvert qu'on habitait tout près l'une de l'autre, quelques kilomètres seulement. On aurait pu se croiser 1000 fois sans savoir qu'on était sœurs. Et puis la première fois qu'on s'est vus, c'était pour un pique-nique, dans un endroit calme, avec du soleil. Et cette drôle d'énergie entre nous. Comme si on se reconnaissait sans se connaître. Et c'est marrant parce que oui, on a un air de famille, un vrai. Les mêmes traits, la même façon de sourire, les mêmes cheveux foncés et bouclés. C'est marrant parce que parfois, t'entends une histoire 1000 fois, tu la trouves presque irréelle, et puis un jour, tu vois la personne en face de toi. On est resté des heures à discuter. Pas forcément de notre père, mais de nous, de nos vies, de nos goûts, nos choix, nos études, nos amis. C'était comme si, au lieu de parler de ce qui nous avait séparés, on voulait juste apprendre à se connaître, l'une et l'autre, en tant que personne. Et je crois que c'est ça qui a rendu cette rencontre douce. On cherchait pas forcément à combler le passé, mais juste à exister, dans le présent. Et ça suffisait amplement. Et puis quand même, on a échangé sur ce qu'on savait de cette histoire familiale. Les récits des uns, les versions des autres. Comme dans toutes les familles, les versions sont jamais parfaitement identiques, mais les pièces du puzzle se répondaient. Elles se complétaient. Et ça, quand même, ça fait du bien. Parce que parfois, pour comprendre ton histoire, il suffit d'entendre une autre voix, qui a vécu les mêmes choses, mais depuis un autre angle. Moi, depuis toujours, je ressentais une petite culpabilité. Parce que moi, j'ai eu un père. Même malade, même absent, il existait. Et elle, je savais que non. Et je me suis souvent demandé, pourquoi moi? Pourquoi j'ai eu un peu et elle rien? C'est une question qui mène nulle part, mais elle reste là. Et je pense que beaucoup d'enfants de familles éclatées connaissent ça.
Quand un parent s'est occupé plus d'un enfant que d'un autre, même sans le vouloir. Quand les cartes ont été distribuées de travers. On porte un sentiment de déséquilibre, une sorte de dette invisible. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de justice dans les histoires de famille. Personne gagne, personne perd. Il y a juste des vies différentes. Et parfois des manques qui finissent par se répondre autrement. Ce qui m'a malgré tout soulagée, c'est déjà de savoir qu'elle m'en voulait pas à moi, personnellement. Parce qu'elle aurait pu. Elle aurait pu projeter sur moi de la colère, de la tristesse, de l'injustice. Tout ce qui vient quand on grandit sans père dans une histoire qui t'a été imposée. Elle aurait pu me voir comme le symbole de ce qu'elle a pas eu. Mais non. Et ça m'a vraiment fait du bien. Parce que tu sais, dans ces histoires-là, on n'est pas responsable. On est un peu les dommages collatéraux. Et ensuite, c'est quand même de voir qu'elle allait bien. Qu'elle s'est construite, qu'elle a trouvé sa voie. Elle est belle, indépendante, intelligente. Je suis très fière. C'est comme une preuve qu'on peut venir d'un vide et devenir un monde. Nos histoires, elles paraissent particulières, presque folles. Mais en réalité, elles sont incroyablement communes. La vraie normalité, c'est les familles bancales. Celles qui s'aiment malgré le chaos, celles qui se manquent mal, celles où on ne sait pas communiquer, où il y a trop d'amour ou pas assez, celles où les rôles se mélangent, où les places se déplacent, où le passé déborde un peu partout, celles où il y a des secrets, des colères, des réconciliations maladroites, et parfois oui, des fratries qui se découvrent un peu tard, des demi-sœurs qui ont grandi séparées, des enfants d'un premier mariage, des belles-mères jeunes, des beaux-pères fatigués, des familles recomposées, décomposées, recomposées encore. Tout le monde, quand tu discutes un peu, finit par te raconter un truc qui te paraît lunaire. Et moi, aujourd'hui, je me retrouve à être belle-mère dans une famille qui est pas classique non plus. Et c'est simple. La vie est bancale. Et c'est normal. Et parfois c'est beau. Bancal, ça veut pas dire bizarre, ni cassé, ni pas bien. Bancal, ça veut juste dire vivant. Je pense que ce qui abîme le plus les familles, c'est pas la douleur. C'est le silence. Moi, j'ai eu la chance de savoir. De savoir que mon père était malade. De savoir qu'une autre fille existait. Rien n'a été caché. Et je pense que ça m'a beaucoup protégée. Parce que la vérité, même quand elle fait mal, elle permet de comprendre. Alors que le mensonge, lui, il détruit deux fois. Quand il cache et quand il éclate au grand jour. Et quand la vérité sort, parce qu'elle finira toujours par sortir, elle brise pas seulement une image, elle brise la confiance. Parce qu'un enfant, même devenu adulte, il garde cette blessure, celle de s'être senti trahi. C'est pour ça que je pense profondément qu'il faut dire la vérité. Certes avec les bons mots, au bon moment, pas tout d'un coup, mais petit à petit, pour que l'enfant puisse intégrer, comprendre et grandir avec. Et quand on devient adulte, on a le pouvoir de choisir. Choisir ce qu'on garde et ce qu'on transforme. On peut vivre dans le déni et faire comme si de rien n'était, ou faire quelques points de suture, pour arrêter de saigner. Moi, j'ai choisi la seconde option. Pas tant pour réparer le passé, mais pour créer un lien au présent, pour vivre avec ma vérité, ma vraie vie. Et je crois que c'est ça grandir. Prendre ce qu'on nous a laissé et en faire autre chose. Inventer une famille à soi. Pas parfaite, mais honnête. Nos enfances, elles n'ont pas été justes. Nos familles non plus. Mais parfois, la vie laisse une porte entr'ouverte. Évidemment, on n'aura jamais les souvenirs d'enfance ensemble. Mais on peut créer des souvenirs d'adultes. Et ça, c'est déjà une réparation. Et je crois que les familles décomposées, c'est pas des échecs. C'est des histoires qui ont dévié. Et parfois, il suffit d'un message, d'un geste ou d'un pique-nique pour que quelque chose se remette à battre. Et cette histoire, elle m'amène à quelque chose. Et si mon père avait pas été malade? Dans le prochain épisode, on parlera de tout ça. Quelle vie on aurait eu? Quelle enfance on aurait eu? Parce que derrière chaque maladie mentale, il y a une vie possible qui a jamais existé. Merci de m'avoir écouté.